Quelle suite à présent pour le délit d'entrave numérique? Je vous le rappelle, l'article unique veut sanctionner à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende les auteurs de sites poursuivis par une femme qui se dit flouée par leurs conseils orientés sur l'IVG. Après le vote à l'Assemblée nationale, puis celui du Sénat la semaine dernière en faveur de ce texte, une commission mixte paritaire est donc à prévoir dans les prochains jours. Les opposants continuent à se mobiliser, comme la Fondation Jérôme Lejeune, qui est dans le viseur du gouvernement. On reçoit ce soir sa juriste, Lucie Pachery. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette procédure accélérée voulue par le gouvernement? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'elle va aboutir? Alors, en effet, le gouvernement a décidé de faire une procédure accélérée pour ce texte qui vise à étendre le délit d'entrave à l'avortement. C'est un pouvoir qui est conféré au Premier ministre de décider de la procédure accélérée d'un texte en vertu de l'article 45 de la Constitution. Il n'y a donc pas de motivation particulière, de raison particulière qui est donnée pour décider de cette procédure accélérée. En tout cas, on peut évidemment supposer qu'elle a été décidée pour que ce texte aille jusqu'au bout avant, donc soit adopté avant la fin de la législature qui est fin février. Alors vous êtes la juriste de la Fondation Jérôme Lejeune. J'imagine que vous êtes très impliquée dans ce dossier. Quelles pourraient être les conséquences pour vous, pour la Fondation Jérôme Lejeune? À quoi est-ce que vous êtes attentive dans ce texte-là? Alors, on dissocie deux choses. D'abord, et peut-être avant tout, c'est un texte qui porte une menace pour la société tout entière. Parce que d'abord, c'est un texte qui est très arbitraire, en tout cas qui ouvre la porte à l'arbitraire. Parce que ce délit d'entrave, ce nouveau délit d'entrave, cette extension du délit d'entrave que le gouvernement veut faire passer, repose sur une notion très subjective qui serait que toute personne qui s'informe sur l'avortement pourrait porter plainte pour entrave dès lors qu'il estimerait avoir subi des pressions psychologiques ou morales. Et cette notion de pression psychologique ou morale est très subjective, évidemment, et donc ouvre à de multiples interprétations. Donc ça, c'est la première menace pour la société. Et ensuite, il y a une menace, évidemment, pour les femmes, puisque à partir du moment où toutes les informations, quelles qu'elles soient, et quel que soit le support par lequel elles sont diffusées, pourraient être censurées du fait de pression morale ou psychologique, les femmes qui souffrent de leur avortement et qui ont envie de manifester un regret ou qui ont envie de prévenir d'autres femmes du drame que c'est, des conséquences éventuelles que ça peut avoir, ne pourront peut-être plus le faire, ou en tout cas pourraient être elles-mêmes attaquées du fait de leur témoignage. Et ça, c'est terrible parce que du coup, ce texte va créer une rupture de solidarité entre les femmes qui est inhumaine. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, que ce texte, eh bien aussi, on peut aussi l'interpréter en disant qu'on ne pourra plus dire que l'avortement, eh bien, ça peut rendre les douleurs de l'avortement, on ne pourra plus les exprimer. C'est ça que vous venez de dire, en quelque sorte. Oui, d'une certaine façon. Alors, en fait, donc, pour reprendre votre première question, on a passé la première lecture de l'Assemblée nationale et celle du Sénat. Et comme c'est une procédure accélérée, il n'y a qu'une lecture par chambre. Et on attend la date de la commission mixte paritaire qui devrait en fait arriver début janvier. Le Sénat a modifié un petit peu le texte de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a modifié, justement, le Sénat? Il a réécrit le texte en élargissant, en fait, en considérant que toute personne, quelle qu'elle soit, qui cherche des informations sur l'avortement, pourrait porter plainte pour des pressions psychologiques ou morales que lui auraient fait subir des informations. Mais l'esprit du texte, évidemment, est toujours le même, et toujours le même que celui qui a été voté par l'Assemblée, à savoir que ce sont par essence des informations dissuasives, des informations qui auraient pour objectif de dissuader la femme d'avorter, qui sont en ligne de mire. En quoi, si cette loi passe, elle est un vrai danger pour votre fondation? Alors, c'est vrai que la Fondation Lejeune est expressément visée par ce texte. Preuve en est que la ministre des Droits des Femmes, Madame Rossignol, a cité explicitement la Fondation Lejeune et le manuel bioéthique de la Fondation Lejeune le matin même de la discussion de l'Assemblée nationale sur ce texte. Qu'est-ce qu'elle lui reprochait à ce manuel? Elle lui reproche que c'est un manuel de désinformation, notamment sur l'avortement, puisqu'en effet, ce manuel a pour objectif de présenter la réalité
l'égalité de l'avortement et de montrer que l'avortement ne concerne pas que les femmes, mais aussi un être humain à naître, un enfant à naître. Ce qui est insupportable évidemment pour Madame Marisol Touraine. Mais si de fait ce texte menace d'une certaine façon la Fondation Le Jeune comme d'autres associations, parce qu'elle a un discours qui veut protéger la vie et protéger la dignité de l'enfant à naître, la Fondation n'en a pour autant pas peur parce qu'elle a déjà eu l'expérience malheureusement d'être censurée dans sa liberté d'expression. La dernière en date était notamment la décision du Conseil d'État qui a confirmé la censure de la vidéo Chère future maman, dans laquelle la Fondation avait pour objectif de sensibiliser sur le bonheur des personnes trisomiques 21. Et le Conseil d'État a considéré que comme cette vidéo s'adressait à une future maman, à une femme enceinte, le message était ambigu et pouvait fragiliser le prétendu droit à l'avortement. Alors, je le rappelle, hein, la Fondation Jérôme Lejeune, son premier combat, c'est de chercher un traitement contre la trisomie 21, mais aussi soigner les patients. Est-ce que cette loi de délit d'entrave numérique pourrait avoir des conséquences sur cette activité première de la Fondation Jérôme Lejeune ? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt dans la troisième mission statutaire de la Fondation que c'est plutôt la troisième mission statutaire de la Fondation qui pourrait être menacée, qui est la défense de la dignité des personnes trisomiques 21 et plus largement de la vie naissante. En revanche, ces deux premières missions qui sont la recherche et la consultation, le soin des personnes trisomiques 21, relèvent plus du handicap et du côté médical, et donc on peut espérer qu'il ne soit pas menacé par ce texte. Une dernière question. Comment est-ce que vous allez continuer à vous opposer à ce projet de loi ? Alors, nous allons d'abord être très attentifs à la suite de la procédure législative. Donc, nous allons être très attentifs à la commission mixte paritaire et éventuellement à la dernière lecture ou à une lecture définitive à l'Assemblée nationale. Et puis surtout à la saisine du Conseil constitutionnel des députés et des sénateurs qui a été annoncée par les Républicains. Et puis à cet acte politique qu'est cette proposition de loi par le gouvernement, il y a une réponse politique et citoyenne, une mobilisation citoyenne qui pourrait être une réponse. Et la Fondation Le Jeune fait partie des organisateurs de la Marche pour la vie qui a lieu le dimanche 22 janvier 2017. Et la Fondation Le Jeune invite tous les citoyens à manifester pour protéger la vie et pour se lever contre ce texte liberticide. Merci beaucoup, Lucie Pachery, d'avoir accepté notre invitation.